Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes bien évidemment sur E-Télé. C'est un programme spécial que nous vous offrons en cette soirée du samedi 15 juin 2019. Merci pour votre fidélité toujours renouvelée. Vous savez, depuis quelques jours, les choses s'intensifient du côté de Kaoru. Nous subissons, ou du moins non vivons, de violents affrontements entre une certaine frange de la population et les forces de défense et de sécurité. Et donc, nous allons en parler. Quelle explication ou existe-t-il une explication à tout ce qui se passe aujourd'hui? Ce fait nouveau dans la sociologie au Bénin, est-ce que nous avons des éléments d'interprétation? Nous allons en parler avec nos invités. Je voudrais vous présenter le premier, Antoine Adoukonou. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes acteur politique. Merci pour la disponibilité. Un autre acteur politique sur ce plateau ce soir, Lokman Tigani. Bonsoir. Bonsoir à vous, Romuald. Bonsoir aux téléspectateurs. Nous ne sommes pas certainement dans une salle de mémoire, pour une soutenance de mémoire, mais nous allons tout de même faire une clarification conceptuelle. Vous savez, c'est parti, tout ce que nous constatons aujourd'hui, c'est parti d'une interpellation, hein, d'une série d'interpellations. Est-ce que nous devrions faire une différence entre une interpellation et une condamnation, Antoine Adoukonou? Merci beaucoup. Oui, il y a une différence nette. Hein. Il y a une différence nette. Et cette différence, elle est marquée dans l'article 17 de notre Constitution, qui dit que lorsque une personne est établie présumée coupable, il ne sera condamné que lorsque un procès équitable est fait par la justice et que vraiment les fautes et les charges qui sont soulevées contre cette personne ont été avérées. Ça veut dire que lorsque vous êtes inculpé, vous êtes présumé coupable, donc ce qu'on dit de vous, c'est qu'on est en train de dire de vous, mais personne n'est sûr que après un procès, que cela sera confirmé. Donc, être inculpé, on a toujours la présomption d'innocence. Vous êtes présumé coupable, c'est prévu par la Constitution. Que on peut prendre M. Romuald pour dire, ah, bon, M. Romuald, le procureur a des charges contre vous. C'est prévu. Mais, il est prévu également que vous avez le droit, en tant que citoyen, d'aller devant la justice, d'avoir toute la défense nécessaire qu'il vous faut pour qu'on découvre si effectivement ce que le procureur, les charges que le procureur soulève contre vous sont avérées. Et c'est après cet exercice que si les charges s'avéraient vraies, on peut vous condamner. Et dans le cas contraire, vous êtes relâché. De toute façon, il y a toute une procédure. Il y a toute une procédure. Et je voudrais préciser que oui, le procureur de la République, ce n'est pas lui qui rend la justice. C'est le juge d'instruction qui est indépendant, un juge qui est inamovible, qui a toute son indépendance. Le procureur, on peut dire qu'il est sous l'autorité du ministère de la Justice, il peut enclencher l'action publique. Mais quand on parle d'interpellation, Lokman Tigani, ce n'est pas la première fois que Kaoru connaît certainement d'interpellation, même dans nos contrées les plus reculées, quand il s'agit d'un problème, d'un conflit, même entre frères, on interpelle, ou quand il y a vol, quand il y a un certain nombre d'actes qui sont posés, on interpelle des gens. Cela ne dit pas forcément que vous êtes condamné, ou du moins vous n'êtes pas condamné à cette étape-là. Est-ce que il y a une certaine méconnaissance qui s'observe au niveau d'une frange de la population de Kaoru? Non, je pense que le problème de méconnaissance et de mauvaise information sur l'arsenal juridique, les dispositions de la loi, n'est pas de l'apanage des populations de Kaoru. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la plupart ou la presque majorité de nos concitoyens ne connaissent pas les lois de la République. Tout le monde, matin, midi, soir, parle de la Constitution
des gens n'ont peut-être pas lu de la première page à la dernière page les articles de la Constitution. Nous avons mis en place un système éducatif depuis un certain nombre d'années qui n'éduque pas sur les droits, les devoirs du citoyen, qui ne fait même pas de l'éducation civique ni patriotique pour que les populations puissent comprendre ce qui se passe. Revenons dans le contexte dans lequel nous sommes. Vous savez, lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a un fait, et que les forces de l'ordre, la police judiciaire est servie, il est de son droit de mener des enquêtes. Pendant qu'on mène des enquêtes, vous pouvez être appelé, c'est-à-dire convoqué par l'officier de police judiciaire pour donner votre avis, pour dire ce que vous savez sur les faits ou sur la situation qui s'est produite. Ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est lorsqu'au niveau de la police ou de l'officier de police judiciaire, on estime qu'à défaut de vous convoquer, il faut aller vous chercher chez vous. Cela ne veut pas dire que vous êtes arrêté. Cela ne veut pas dire que vous êtes condamné. Cela ne veut pas dire que vous êtes coupable ou auteur des faits qui sont mis sur le terrain ou qui sont mis dans une situation d'analyse. Cela veut dire simplement qu'on a envie de vous écouter, qu'on a envie de situer les responsabilités de X et de Y. C'est ce que nous ne comprenons pas dans notre pays. Et le contexte de Tchaourou, je ne voudrais pas tomber dans le piège de lien qu'on semble faire entre la méconnaissance des textes de notre pays et les violences que nous avons eues à Tchaourou. Quelle lecture vous en faites? Moi, je pense que les faits de Tchaourou sont des faits, c'est mon avis personnel, un peu prémédités. Je ne peux pas comprendre que, quelles que soient les raisons, quelle que soit la colère, que ce soit des revendications politiques ou des revendications de droits humains, que l'on puisse mêler ces revendications à la violence et en arriver au seuil où nous sommes arrivés. Je dis que c'est prémédité parce que quand nous faisons un retour en arrière, déjà depuis le 28 avril, avec le jour des élections législatives, nous avons vu les violences qu'il y a eu dans cette partie du pays. Et il ne faut pas oublier, dans cette même ville, où je continue de croire que les citoyens ou les habitants de Tchaourou ne sont pas arrivés à l'extrême là, mais que des individus soient arrivés à brûler des biens publics, des biens privés, et aller même s'attaquer aux instruments d'un processus électoral. Ils l'ont fait le 28 avril. Quelques jours plus tôt, des individus ont été déplacés, sont venus dans la capitale économique de notre pays, ont récidivé. Il est de bon ton que la police judiciaire puisse s'en servir parce que la colère ne peut pas bénéficier d'une indulgence. On peut être dans un pays de paix, on peut être dans la quête d'une démocratie, encore que nous avons du chemin à faire, mais la colère, la violence ne peut pas bénéficier d'une indulgence. Donc les responsabilités devaient être situées. Pendant qu'on tente de situer... Est-ce que pour la préservation de la paix, on ne devrait pas, ou du moins puisque d'aucuns estiment que pour la préservation de la paix, on ne devrait pas aller aux interpellations par exemple? La préservation de la paix, la quête de la paix ne remet pas en cause l'ordre constitutionnel. Et dans la Constitution, il est dit que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Et qu'à un moment donné, lorsque vous contribuez à la destruction du bien public, lorsque de par vos actes, vous avez porté atteinte à la paix, à la quiétude et aux libertés individuelles, vous devez répondre de vos actes. Ce n'est pas parce qu'on est en train de rechercher la paix. Ce n'est pas parce qu'au lendemain des élections législatives, nous avons compris qu'il y a une situation de crise dans notre pays et que le chef de l'État a appelé au dialogue qu'il faut se taire. Les gens doivent répondre de leurs actes. Des biens privés ont été brûlés. Vous n'êtes pas sans savoir que des maisons de personnes ont été brûlées, des biens commerciaux, des fruits de labeur d'un certain nombre de nos concitoyens ont été brûlés. Il faut que les responsabilités soient situées. On ne peut pas se réfugier sur une quête de paix dit faisons table rase du passé. Même dans des pays où on met en place des commissions de vérité et de réconciliation, on situe les responsabilités d'abord avant de demander la clémence et de demander l'amnistie à ces gens-là. Parce que ce qui est quand même paradoxal, c'est que les dégâts sont énormes et vous pouvez voir sur votre écran déjà, chers amis téléspectateurs, ces images que vous voyez, véritablement des édifices publics qui ont été vandalisés et des biens appartenant à des particuliers aussi. Est-ce que, je vous pose la même question, est-ce que pour la paix, on devrait fermer les yeux sur le respect de la loi, Antoine Alukono? Non, je pense que peut-être que vous avez l'intention d'une paix apparente. Parce qu'il n'a jamais été une solution de supprimer un phénomène lorsque la cause qui explique le phénomène subsiste. Si ceux qui ont causé ces dégâts
pour installer un climat de violence, donc d'absence de paix, si ceux-là, ils ne sont pas interpellés, ils sont toujours vivants et peuvent servir de bras opérationnels à leurs commanditaires, ça veut dire que la paix que nous aurons serait une paix apparente. Et donc, la recherche d'une véritable paix va dans le sens de l'interpellation des individus qui sont les principaux auteurs de faiseurs de troubles. Donc, il faut appréhender les choses sous cet angle. Et vous savez, on a la paix dont nous parlons est organisée. Si on a mis les forces de l'ordre, il y a une justice, il y a tout un arsenal d'éléments de droit. C'est pour que les libertés des uns s'arrêtent là où commencent celles des autres, pour que cette paix soit durable. Puisque nous savons le contexte dans lequel tout ceci se passe, et je voudrais m'associer à mon vis-à-vis pour dire que nous ne pouvons pas dire que c'est seulement l'ignorance de la loi qui est à la base de tout ça, parce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce n'est pas pour la première fois au Bénin qu'on est allé interpeller quelqu'un à Tchaourou, à Savé, pour des faits que lui reproche le procureur de la République ou bien l'officier de police judiciaire. Et que certainement, il y a des cas où les gens y vont et y reviennent, parce que finalement, on les trouve innocents, et qu'il y a d'autres qui vont et qui les fautes, les charges sont avérées vraies et qui sont condamnés. Et ils sont relâchés. Et voilà. Donc, ce n'est pas pour la première fois. Donc, pour ce cas précis, je dois pouvoir dire que nous sommes toujours dans... Est-ce que des politiques, une certaine chapelle politique ou des politiques sont en train de surfer sur ou instrumentalisent les populations? Je suis très affirmatif et je le démontre. Je le démontre parce que, vous savez, nous avons déjà un élément antécédent depuis le 28 avril, où, pendant le déroulement du scrutin, il y a eu dans ces régions des violences. Mais, vous savez, j'ai toujours dit, cherchez à qui profite le crime et vous connaîtrez l'auteur du crime. Si nous sommes dans un pays où on a fini les élections, on a fait les élections, et que un ancien président de la République, qui n'est pas n'importe qui, dit que c'est sur son cadavre qu'on va marcher avant d'installer l'Assemblée nationale. Si nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, à moins qu'on ne me démontre le contraire, l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir de s'autodissoudre, le président de la République n'a aucun pouvoir constitutionnel de dissoudre l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle n'en a pas. Aucune institution aujourd'hui, du point de vue de la Constitution, n'a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut quand même rappeler que nous ne nous retrouvons pas dans un régime comme en Israël, par exemple. Voilà. Israël, où le premier ministre demandait... Et que dans un contexte comme ça, où il n'y a pas des éléments de droit pour dissoudre une Assemblée nationale, que des gens disent qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale qui est là, qu'ils ne reconnaissent pas sa légitimité, ça veut dire que ceux-là ont les moyens en dehors du droit pour le faire. Et ces moyens en dehors du droit, j'estime que... C'est ce que vous voyez. C'est ce que je vois, c'est pourquoi je vous dis que je suis très affirmatif et je vous l'ai démontré. Parce que les moyens de droit n'existent pas, il faut rester hors la loi pour le faire. Et un exemple de hors la loi, c'est d'avoir ces comportements que nous voyons à Tchaourou et Savé et autres. Donc c'est ça la vraie question. Donc les hommes politiques tapis dans l'ombre qui disent qu'il faut dissoudre l'Assemblée qui est là et qui n'ont pas les moyens de droit pour le faire, ils sont hors la loi et utilisent de façon opérationnelle c'est quelques citoyens. Parce que quand on dit que c'est Tchaourou, c'est Savé, c'est une vue de l'esprit. Peut-être que c'est quelques individus qui sont préparés à cet effet, qui sont en train
de salir le nom de Tchaourou et de savoir, puisque j'estime que le taux de participation à Savé n'est pas 0% aux élections, que le taux de participation à Tchaourou n'est pas 0%, qu'il y a des gens quand même qui sont allés dans les urnes pour exprimer leur volonté. Donc on ne peut pas dire que... On pourrait dire que ces localités, les populations ou les électeurs se sont vus interdire d'accès au lieu de vote. Oui, je dis, et sous réserve même que les gens disent ça, je vous ai dit que le taux de participation n'est pas 0%. Non. Tout à fait. Il y a eu au moins une voix, non? Qui sont ceux qui ont interdit les accès au bureau de vote n'ont pas été interdits. Non, c'est la peur. Non, les gens ont été intimidés, les gens ont été manipulés, les gens ont été bernés par des acteurs politiques qui m'excusent, certains acteurs politiques à la limite irresponsables. Et donc, avec ce qui se passe à Tchaourou, par exemple, vous y voyez une machination? Oui, je fais le lien entre des acteurs politiques à la limite irresponsables qui ont pour seul objet, et ils l'ont montré déjà depuis quelques mois, de déstabiliser la République, de profiter de l'anarchie et du désordre. Je vois ce lien entre ces acteurs politiques et la situation qui se pose sur quelques autres éléments. Comme en excuse d'aller sur la fibre d'origine ethnique. Mais nous savons que les acteurs politiques qui, depuis quelques mois, tiennent des propos de violence, qui appellent à la violence, qui menacent à la limite même l'institution qu'est le président de la République, quand vous faites un lien entre les origines de ces acteurs politiques et les villes dont nous citons les noms, les ethnies majoritaires des villes dont nous citons les noms aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi ça ne se passe pas ailleurs et que c'est là que ça se passe. Je ne veux pas le mettre sous le couvert d'une frustration politique, parce que j'ai lu une analyse quelque part qui m'a plu. Le président Adrien Goumbedji n'est pas allé aux élections. Le PRD d'Adrien Goumbedji n'est pas allé aux élections. Le PRD d'Adrien Goumbedji a eu des dissidents qui sont allés aux élections aussi bien au niveau du bloc progressiste, au niveau du parti progressiste que du bloc républicain. Mais pourquoi aujourd'hui à Porte-Novo on ne brûle pas? Parce qu'il y a un sens de responsabilité. Le président Soglo, quand bien même aujourd'hui ses sorties portent à polémique, la RB n'est pas allée aux élections. Au niveau de la RB, il y a eu des dissidents qui sont allés au niveau des élections. Pourquoi au niveau d'Abomey? Au niveau du plateau d'Abomey, il n'y a pas ces mouvements. Mais que ce soit des acteurs politiques qui, depuis un certain moment, vous l'avez dit tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il faut marcher sur son cadavre. Pendant que certains étaient dans les fonctions de l'État, avaient même dit qu'ils étaient capables d'appeler les leurs du Bénin profond pour qu'ils puissent avoir un affrontement de citoyens de ce pays. Les gens l'ont dit ça à la télé quand ils étaient aux plus hautes fonctions. Aujourd'hui, le lien est palpable là. Moi, aujourd'hui, je me réjouis de ce que, nonobstant tout ce qui se passe, nous avons encore des gens qui sont calmes et qui observent. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est un affrontement entre des individus, des badauds, des terroristes, des mercenaires avec des forces de l'ordre. J'imagine à un moment donné, si on était tombé dans un affrontement entre militants, qu'aujourd'hui, des militants politiques qui se réclament proches du président de la République refusent de cautionner ce qui se passait à Savé Tchaourou. Parce que vous l'avez dit, Savé Tchaourou n'est pas à 100% pour un acteur politique. Savé Tchaourou sont partagés des acteurs politiques. Si on allait à un affrontement de citoyens, vous avez vu depuis un certain nombre de mois, les militants qui se réclament proches de la majorité présidentielle subissent les actes de violence, subissent les intimidations, sont touchés au plus profond de leur âme. Parce qu'une minorité en perte de vitesse, une minorité qui n'a plus rien à vendre politiquement, qui n'a plus rien à nous donner aujourd'hui en termes d'espérance pour le développement, et qui a joué toutes les cartes, qui n'a plus de cartes légales, comme vous l'avez dit, a décidé de mettre ce pays à feu, de mettre un certain nombre de localités à feu ensemble. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il y a tout de même un fait nouveau, chers amis. Vous savez, aujourd'hui, l'on n'a plus peur d'affronter les forces de défense et de sécurité, alors qu'auparavant, on avait quand même une certaine estime et donc on avait peur d'affronter quand même ceux qui détiennent la légitimité de l'ordre public. C'est un fait nouveau. C'est un fait nouveau, un fait assez triste. Je compatis à la douleur de ces vaillants soldats et policiers qui protègent la nation au prix même de perdre leur vie. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une situation qui m'interpelle moi-même. Je réfléchis beaucoup. Parce que comment est-ce que les gens pensent que les forces de l'ordre sont au service de la nation?
les policiers, les militaires que vous voyez là, sont là pour que les populations de Tchaourou, de Savé, puissent vivre en sécurité. C'est leur mission. Mais comment se fait-il que ces mêmes populations vont se rebeller encore contre ces militaires et ces policiers? C'est une question essentielle. Et vous savez, si aujourd'hui, bon, ils ont brûlé les commissariats, ils ont fait, bon, si aujourd'hui, bon, je caricature, hein, que l'État décide que, bon, Tchaourou Savé, vous n'aurez plus de gendarmerie, vous n'aurez plus de policiers. Et que, tel que vous comportez, aucun agent militaire ou policier n'est prêt à vous sécuriser dans votre région. Vous pensez que les gens de Tchaourou et de Savé peuvent vivre en harmonie entre eux? Vous n'aurez plus de justice, puisque vous ne reconnaissez pas la justice. Lorsqu'ils auront des problèmes entre eux, vous pensez qu'ils peuvent arriver à vivre en communauté pour gérer les conflits entre eux? C'est ça la grande question. Donc, ce à quoi on conduit les gens n'ont pas la portée de leurs actes. Vous savez que ce qui se passe là, moi je dis, prions Dieu pour que la paix revienne. Parce que chacun est de quelque part. Le président Talon qui est là, il est de quelque part. Il n'est pas de Tchaourou, mais il est de quelque part. Le président Moussou qui est là, il est de quelque part. Adrien Oumbéya est de quelque part. Tous les leaders sont de quelque part. Donc il n'y a pas une localité qui à lui seul a de leader et qui peut défendre le leader dans l'illégalité. Non, tout le monde peut le faire. Mais quand ça va commencer, dans quelle localité vous irez aujourd'hui pour ne pas retrouver un frère du Nord ou un frère du Sud? Dites-moi ça. Et quand on va commencer par faire ces affrontements ethniques, vous voyez ce que ça va donner pour le pays. Et c'est pourquoi je persiste. La réforme du système partisan, du code électoral était nécessaire. L'article 242 dont on parle là, c'est pour éviter ces problèmes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que les gens estiment que nous n'avons pas pu envoyer notre fils que nous voulons à l'Assemblée. Au fait, c'est ça. Parce qu'il y a des gens de Tchaourou qui sont députés. Adam Bagoudou, il est de Tchaourou. Okunlola, il est de Savé. Donc, en fait, il y a des fils de Savé et de Tchaourou qui sont à l'Assemblée, qu'ils sont en train de décrier. Mais c'est parce qu'ils estiment que ce que les autres veulent, ce que le président Yahi Boni veut, ne sont pas allés. C'est ça, non? On aurait eu beaucoup de partis politiques. J'ai regretté qu'on n'en a eu que 2 pour ne pas appliquer l'article 242. On aurait eu beaucoup de listes, 10 à 15 listes. Ils auraient choisi le candidat Yahi Boni. Mais si sa liste n'était pas éligible, il n'ira pas à l'Assemblée. Et c'est Okunlola qui n'a pas choisi là. Si sa liste est éligible, il ira à l'Assemblée. Et ils comprendront qu'en fait, ce n'est pas Savé ou Tchaourou qui choisit le député, mais que c'est la nation tout entière. C'est ça, c'est pour éviter tous ces problèmes de régionalisme que nous sommes allés vers cette réforme qui va permettre d'avancer. Malheureusement, et ce qui est malheureusement, c'est la perte quand même d'un certain nombre d'infrastructures. Il faut parler d'un commissariat. On pourrait parler d'un arrondissement où sont stockés justement des actes de naissance, des documents importants pour la vie. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement de la rupture a initié, par exemple, la délivrance de souches aux populations béninoises, des personnes qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui, on en arrive à un arrondissement qui se trouve être dépossédé de ces documents parce qu'on a des citoyens ont brûlé véritablement ces documents. C'est triste, c'est tout de même le point de Tigani. Ceux qui ont brûlé ces trucs ne méritent plus d'être appelés des citoyens. Ils ne méritent plus d'être appelés des citoyens parce que dans une république, aucune colère, je l'ai dit, ne peut justifier que l'on s'attaque à des policiers, que l'on s'attaque à des militaires, que l'on détruise des biens publics et que l'on empêche même des enfants, l'avenir de notre pays, d'aller à un examen
qui a été un examen national, parce que vous savez que l'incident de Tchaoui de ça avait fait que les enfants n'ont pas pu composer pour le CEP. Moi, j'appelle pas ces gens-là des citoyens. Pour moi, ils n'ont d'autres thèmes que des terroristes. Des gens qui ont créé la terreur dans leur communauté. Est-ce que ce mot... Non, c'est des gens qui ont créé la terreur. Quand vous voyez les actes, s'il vous plaît, quand vous voyez les actes, oui, vous vous demandez, est-ce que quelqu'un qui a de l'amour pour son pays, quelqu'un qui a de l'amour pour sa commune, pour sa patrie, et qui a de l'amour pour ses pairs, pour les habitants de sa communauté, peut aller jusque-là, détruire un commissariat, détruire la mairie, détruire des pièces administratives? Je dis, ce n'est pas ça, c'est pas un citoyen. Celui qui le fait n'est pas un citoyen. À la limite, il a été drogué, il a été purement manipulé, travaillé pour aller faire ce tâte-là. Et ce qui me fait beaucoup plus mal, je vais vous dire, c'est quand je lis, j'ai pas envie de parler de chiffons, mais quand je lis des écrits d'un certain nombre de personnes qui se réclament intellectuelles, qui se réclament personnes éclairées, et qui font l'apologie de ce qui s'est passé à Savage et Tchao. C'est quand je lis sur les réseaux sociaux des jeunes comme moi qui aspirent à un moment donné prendre la relève de ce pays, des jeunes comme moi qui veulent vivre dans un climat de paix, accepter et faire la propagande politique avec plaisir de ces événements-là, en faisant croire que la République est tombée. C'est triste. C'est triste parce qu'un jour, l'histoire retiendra qu'il y a eu des événements à Savage et Tchao et que des biens publics ont été détruits. Que c'est des citoyens qui l'ont peut-être fait, mais qui ont été cautionnés par un certain nombre de personnes. On ne peut pas accepter cela. Moi, je suis clair, je dis, on ne peut pas se réfugier sur la quête d'une paix, sur une démocratie ou dans la recherche d'un climat apaisé pour accepter cela. Cela est condamnable et il faut que l'État prenne davantage ses responsabilités. Très bien. Nous sommes tous des citoyens, l'État a l'obligation de nous protéger tous. Nous avons droit de circuler librement. J'ai envie d'aller demain à Parakou. J'ai envie d'aller mardi à Natitengu. Il faut que j'ai la possibilité de le faire librement et j'appelle l'État à prendre ses responsabilités. L'État on peut se réjouir parce que les forces de défense et de sécurité ont permis à ce que la voie soit libre maintenant. Vous pouvez aller à Parakou. Oui, il faut que ça ne soit pas une action sporadique, que cela puisse continuer dans le temps et que l'on fasse preuve beaucoup plus de fermeté et de dureté envers ces individus qui nous empêchent de circuler, qui nous empêchent de vivre librement dans ce pays. Le Bénin n'appartient pas à un individu. Le Bénin n'appartient pas à un homme politique, fût-il ancien président, fût-il natif d'une localité. Le Bénin n'appartient pas à ces hommes-là. Le Bénin appartient à nous tous. Nous avons fini les élections législatives du 28 avril. Nous avons dit qu'il faut faire table rase de cela. Mais ce n'est pas parce que nous voulons faire table rase de cela que nous n'allons pas accepter que les gens puissent être situés face à leurs responsabilités. Force doit rester à la loi. Et je pense qu'il faut que nous travaillions à ce que ce pays-là, que nous ayons vraiment une véritable nation, que nous ayons une république dans laquelle l'anarchie et le désordre n'est pas toléré, quel que soit l'auteur de ces actes-là. Très bien. Avant de poursuivre, chers invités, nous allons suivre la déclaration du ministre en charge de l'Intérieur de la Sécurité publique. Cette déclaration qui avait été faite donc hier. Nous allons suivre Sakalafia et revenir. À l'occasion des élections législatives du 28 avril 2019, des actes de vandalisme et des troubles à l'ordre public ont été enregistrés dans certaines localités de notre pays. En vue d'élucider ces faits et de situer les responsabilités, les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes comme il est de tradition en pareilles circonstances. Pour faire échec à la procédure, afin qu'elle n'aboutisse pas, notamment dans la commune de Chaourou, certains individus se sont organisés pour semer le trouble. Dans la foulée, comme lors des faits déplorés, des délinquants ont incendié des maisons dont les habitants n'ont eu la vie sauve que grâce à la promptitude et au dévouement des forces de défense et de sécurité. Ces mêmes délinquants ont brûlé le commissariat de la localité et bloqué la circulation dans les deux sens
de la voie inter-État Cotonou-Malanville. Pour parvenir à leur fin, ils ont littéralement dégonflé les pneus et arraché les valves de plusieurs centaines de gros porteurs et de bus de transport en commun qu'ils ont immobilisés en biais, en intimidant et en rançonnant les conducteurs, créant ainsi de lourds préjudices aux usagers et aux opérateurs économiques. Face à cette situation, les agents de forces de défense et de sécurité déployés ont fait preuve de responsabilité, de retenue et de patience. Afin d'éviter le pire, ces agents ont, dans une démarche pédagogique, procédé à la sensibilisation des acteurs des troubles et les ont appelés à la raison en vain. Pour libérer la voie et rétablir la circulation, les agents des forces de défense et de sécurité ont été envoyés en renfort. C'est alors qu'à la hauteur de la commune de Savet, ils ont été pris à partie par d'autres groupuscules qui ont également érigé des barricades. Dans cette ambiance, à Chaourou comme à Savet, ces groupuscules ont fait usage de fusils de chasse et d'armes blanches, blessant grièvement une trentaine d'agents qui ne faisaient que leur travail de maintien d'ordre. Afin de mettre fin au désordre et d'empêcher les badauds de dicter leurs lois, du personnel de soutien a été dépêché sur le terrain. Depuis lors, la situation est sous contrôle et le calme revient progressivement. J'invite alors nos populations à rester sereines et les rassure que le gouvernement s'emploie à garantir leur sécurité, de même que la libre circulation des personnes et des biens. En tout état de cause, force doit rester à la loi. Je vous remercie. Retour sur ce plateau, donc c'était à l'instant Saka Lafia, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Aujourd'hui même, il y a eu une autre déclaration du Conseil technique. Nous allons le suivre maintenant et revenir sur ce plateau. Il nous fait ici quelque peu le bilan. À la suite de la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, intervenue hier, vendredi 14 juin 2019, je viens vous réitérer, et à travers vous, à l'opinion, que dans le cadre de leur mission républicaine de maintien de l'ordre public et de garant de la libre circulation des personnes et des biens, les agents des forces de défense et de sécurité ont été dans la nuit de ce même vendredi 14 juin 2019, à ce jour, samedi 15 juin 2019, la cible de tirs nourris auxquels ils ont riposté dans les localités de Chaourou et de Savet, tuant ainsi les assaillants. D'après les informations recueillies auprès des populations, ces assaillants sont des chasseurs hébergés dans les villages frontaliers comme Kaswala, Nyamboua, Owode, Okewo et Igboja et sont recrutés à grands frais dans un pays voisin du Nord pour venir commettre des troubles et forfaits sur notre territoire. À ce jour, on dénombre une cinquantaine de blessés parmi les forces de défense et de sécurité, dont 10 graves. Ce bilan est révélateur de la mission de ces chasseurs d'attenter à la vie des militaires et policiers républicains déployés pour le rétablissement de la circulation. Je profite de cette occasion pour adresser au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique les félicitations républicaines aux paisibles et honnêtes populations de Chaourou et de Savet, soulagées par l'intervention des forces de défense et de sécurité et qui collaborent avec celles-ci aux fins d'une maîtrise totale de la situation. D'ores et déjà, je peux vous rassurer
que dans l'après-midi de ce samedi 15 juin 2019, la circulation était déjà rétablie dans les deux sens entre Savet et Parakou. Cela a permis de libérer 2 milliers de véhicules pris au piège des délinquants sur la voie publique. Je dois signaler que lors de l'intervention des forces de défense et de sécurité, certains de ces délinquants ont été pris en flagrant délit de sabotage et de rançonnement de leurs conducteurs. Ils seront confiés à la justice. Je vous reviendrai, si nécessaire, pour un nouveau point sur la situation. Voilà, le contrôleur général de la police, Louis Gouchola, qui nous fait un peu le point. Tout de même, j'ai noté dans sa déclaration à la presse un certain nombre d'informations qui avaient été déjà dites par Rachid Igbadamati sur nos antennes exclusivement il y a quelques semaines, qui estimait qu'on a recruté des personnes qui n'étaient pas du Bénin, qui sont venues spécialement pour pouvoir commettre de tels actes. Et le contrôleur général de la police vient encore de le dire. Donc cela est de plus en plus confirmé, Antoine Adoukoun. Bien sûr que oui, et sans écouter le conseil technique, j'avais déjà dit que je présume que ce n'est pas des Béninois, de Tchaourou et de Savet. Parce que un Béninois qui va aller brûler le commissariat de sa localité, ça, c'est pas un fait récurrent chez nous. Parce que nous sommes connus quand même pour nos caractères, pour une posture pacifique. Le Béninois, c'est toujours là où il faut s'arrêter. Et c'est ça qui fait que nous avons cette stabilité politique, cette paix depuis 1990. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours des événements, mais on a toujours su canaliser. On a fait le chaos dans ce pays. Le président Mbedi pouvait contester ad aeternam vitam les résultats, pouvait soulever les populations de Porto-Novo, du Plateau et de Lomé. C'était l'Union fait la nation. Il y avait Amos Bruno, il y avait beaucoup de ténors. Tout à fait. Donc, on pouvait dire non, qu'on n'a jamais vu le chaos au Bénin ici, et que cette fois-ci, c'est pas sous Yahi qu'on le verra, et qu'on pouvait soulever de part et d'autre les populations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun de quelque part. Mais, comme je vous l'ai dit, le Béninois a su toujours savoir là où il faut s'arrêter pour ne pas aller au pire. Mais cette fois-ci, nous avons compris que on trouve aujourd'hui des Béninois qui sont prêts à aller au pire. Sinon, comment comprendre que on peut aller recruter des chasseurs à l'extérieur et venir combattre des militaires, les forces de défense à l'intérieur, parce que simplement, on n'a pas été aux élections. Moi, je pense que peut-être que les populations doivent encore mieux réfléchir par rapport à la situation, parce que d'une manière ou d'une autre, les politiques trouveront un terrain d'entente. Mais celui qui est mort, il ne reviendra plus à la vie. Celui qui a perdu un membre ne le retrouvera pas. Si c'est son bras, il ne le retrouvera pas. Mais je vous ai dit que les politiques finiront par trouver un terrain d'entente puisqu'ils savent en fait ce qui les divise. La preuve, il y avait des adversaires d'hier qui sont aujourd'hui des amis. Si aujourd'hui on vous dit que Candide Azanaï et Yahi Boni seront sur la même table pour défendre une cause donnée, vous allez dire non. Donc, il est possible demain que vous allez voir à Javon et Talon s'asseoir ensemble pour échanger, que vous verrez même Yahi Boni et Talon s'entendre demain, c'est possible. Mais celui qui aurait perdu la vie dans ce combat, lui, il ne sera plus là. Les exemples sont légion. Nous voyons le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les mêmes qui se sont réunis pour aller chasser Gbagbo, pour que Ouattara prenne le pouvoir, s'organisent aujourd'hui pour aller demander pardon à Gbagbo, pour qu'on forme un lobbying pour chasser, pour que
Ouattara ne fasse pas un 3e mandat. Donc, les politiques, ils ont toujours un jour pour trouver leur terrain d'entente. C'est la population qui, en fait, qui va finir par être perdante. Et donc, les populations sont invitées à comprendre cela pour ne pas se laisser au jeu des politiques. On n'a pas allé aux élections, oui, c'est un fait. Personne n'est content qu'il existe une opposition ou une partie de la classe politique qui a exprimé son désir d'aller aux élections et qui n'a pas pu. Mais ce que nous oublions, nous avons dans la Constitution, ce n'est pas seulement le désir. Nous avons dit, oui, pour aller aux élections, il faut être parti politique. Pour être parti politique, il faut se conformer à la loi. Ça veut dire, en dehors du désir, nous avons ajouté des éléments complémentaires. Et cela voudra dire que, même si vous avez le désir, et qu'entre-temps, certains éléments complémentaires n'ont pas été remplis, on peut avoir le désir et ne pas aller. Tout à fait. Donc il faut qu'on comprenne les choses. Très bien. Le recrutement de personnes extérieures pour pouvoir venir porter préjudice à la vie d'un certain nombre de citoyens, on pourrait dire que ce n'est pas un fait nouveau. Est-ce que ce ne serait pas aller vite en besogne en parlant de mercenariat Tout à l'heure, je parlais de 1977. Tout à l'heure, je parlais de terroristes. Vous avez dit que le mot était trop fort. Vous avez compris maintenant que c'est des gens qui ont été recrutés pour semer la terreur dans les localités. Je pense que le conseil technique l'a dit tout à l'heure. Le mercenaire vient de façon organisée, mais le terroriste vient, il crée la terreur, il s'en va. Et le mode opératoire était le même depuis un certain nombre de semaines. Vous avez vu les 1er et 2 mai. C'est quoi le mode opératoire? On trouve des alibis bidons pour faire sortir ceux qui ont été recrutés, qui ont été logés, hébergés dans des hameaux, dans des coins reculés. Ils sortent et ils fonctionnent comme la guérilla urbaine. Ils se mettent à brûler les biens publics, à brûler les biens privés de personnes qui sont soupçonnées de ne pas être proches de ceux qu'on a recrutés. Ils brûlent, ils s'en vont en 24 heures. Paf. Vous avez vu à Tchao, le 28 avril, ils sont sortis. Ils sont allés brûler la maison de M. Bagoudou, qui visiblement était un proche du président Yaïboni, mais qui, pour des raisons de conviction politique, n'est plus avec lui. Ils ont brûlé sa maison. Avant-hier, il y a quelques jours, ils sont allés brûler la maison d'un parent à un ami à moi, les Kabassi. Ils ont brûlé une maison encore à Tchao. Cette fois-ci, je compatis à la douleur de ces familles-là. C'est la guérilla urbaine, ce n'est pas des citoyens. Et j'ai comme l'impression que certains pensent qu'ils ont l'apanage du recrutement des terroristes pour semer la terreur dans notre pays. Nous n'allons pas accepter cela. Et je voudrais féliciter ces forces de défense et de l'ordre qui, au prix de leur vie, au prix du confort qu'ils pouvaient se donner à un moment donné, sont allés pour sauver Save Tchaourou de la main de ces terroristes-là. Une 50aine de blessés. Oui, c'est le sacerdoce, c'est le travail. Je compatis à leur douleur, je compatis à la peine de ces policiers. Je pense que ces gens-là méritent au moins reconnaissance. Vous pouvez déjà voir sur votre écran. Ils méritent que l'État puisse mettre en branle tous les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent retrouver rapidement la santé et qu'après que l'État puisse leur rendre hommage. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sauvé la nation de la main des terroristes. Peut-être que de certains mercenaires qui sont restés. Je sais, nous savons qu'ils sont encore tapés dans nos ombres. Alors que dans d'autres pays comme le Nigeria, le Mali et même le Burkina, les gens se plaignent chaque jour que ça soit de l'extrémisme religieux, qu'il y ait des attentats tous les jours. Ici, c'est pour des fondements bidons, qui ne sont même pas des fondements idéologiques, qui sont des fondements politiques d'intérêt personnel, que des gens osent recruter des gens dans des pays voisins pour venir semer la terreur ici. Nous n'allons pas leur accepter cela. Et nous n'avons pas les armes. Les seules armes que nous avons, c'est nos forces de défense et de sécurité. Nous les félicitons. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est opportun que l'État puisse redoubler d'ardeur, donner beaucoup plus de moyens aujourd'hui à ces gens-là, mobiliser les ressources, le matériel technique. Si nous avons un arsenal pour booster de notre pays ces acteurs-là et les complices de ces terroristes-là, que nous mettons en bas cet arsenal pour faire en sorte que le Bénin ne soit pas le terrain favorable aux recruteurs de terroristes qui veulent détruire notre pays pour des raisons politiques.
Nous n'allons pas accepter cela. Mais les enfants sont utilisés comme boucliers humains aujourd'hui parce que vous voyez des mineurs qui sont instrumentalisés. D'aucuns appelleraient cela abusé carrément. Antoine Adoukono. Oui, bien sûr que oui. Et tout le problème, toute la problématique est là. Ceux qu'on engage dans ce processus, est-ce qu'ils sont conscients de l'enjeu? Est-ce qu'ils ont compris même de quoi il est question? Même quand on dit que les opposants ne sont pas allés aux élections, combien comprennent? Ils n'en savent certainement rien. Ils n'en savent rien. C'est ici qu'on a fait le débat, non? Sur des mois, je dirais. Depuis que les lois ont été votées, on a expliqué, voilà le comportement tenu. Mais vous avez vu ces opposants qui, entre-temps, se reposaient. Et ils faisaient la pluie le beau temps. Vous entendez, Yaïboni est venu à Niki, les gens sont nombreux. Il est venu à Plahoué, les gens sont nombreux, il est allé à Ketou. Alors qu'il y avait une loi auquel on devait se conformer pour avoir un statut juridique, pour aller aux élections. Et on a donné 6 mois pour le faire. Et les temps s'écoulent et les gens, au lieu de s'attaquer à l'essentiel, ils se baladaient. Et quand vous les rencontrez, ils disent qu'ils ont leur technique. Je leur dis, mais mes amis, quelle technique vous avez? C'est le recrutement des terroristes, le technique. Qui ne prend pas en compte le temps. Mais je découvre aujourd'hui que peut-être que leur problème, évidemment, c'était d'aller vers un vide institutionnel, de créer l'insurrection. Sinon, des gens qui vraiment ne sont pas des naïfs en politique ne peuvent pas se conformer à une loi. Vous avez vu le processus du consensus. Ils sont sortis du consensus. Vous avez suivi tout ça là. Mais ceux à qui aujourd'hui on dit nous n'avons pas été aux élections, c'est le président Talon qui a fait qu'on n'est pas allé aux élections. Allez faire ceci, allez faire cela. Est-ce que ceux-là ont ces informations? Je crois que non. Donc, c'est dans l'ignorance aujourd'hui qu'on veut emballer les populations. Est-ce qu'on pourrait dire que Kaourou, puisque c'est notre interrogation ce soir, Kaourou est-il en conflit avec la loi? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais avec beaucoup de réserves. Puisque avec le témoignage du conseil technique, nous découvrons que en fait, c'est pas Kaourou, population Kaourou. C'est une action qui est devenu le terrain. Oui, le terrain. Par les populations. Le terrain de prédilection pour pouvoir lancer les hostilités. Sinon que c'est des politiques qui certainement n'ont pas trouvé leur compte et qui sont en train d'user par des manœuvres sournoises, par le recrutement des chasseurs, pour pouvoir venir démarrer les choses à Kaourou et à Savé, qui sont des terrains un peu prédisposés parce que ne nous voilons pas la face. C'est des zones qui sont frontalières au Nigeria et que cette région se réclame d'une certaine personnalité, le président Boni Yahi. Et donc, ce terrain étant prédisposé, il faut commencer les hostilités là, mais faire en sorte que les gens pensent que c'est les Béninois qui se manifestent pour que ça puisse avoir un effet de boule de neige. D'accord? Au fait, c'est la tactique. Le mode opératoire. C'est le mode opératoire. Parce que j'entends les gens disent que d'ici là, on va venir à Glazoué, d'ici là, ça va prendre à Bomé, juste pour montrer que c'est les Béninois qui sont mécontents. C'est pas vrai. Aujourd'hui, ce qui est évident, la question que moi je me pose, l'opposition n'est pas allée aux élections. C'est un fait regrettable. Mais quel est le prix à payer? Est-ce que le prix à payer, c'est d'incendier le pays? C'est d'aller vers la guerre? C'est d'appeler des mercenaires pour venir combattre notre armée? Ou bien, c'est de se rasseoir pour chercher un dialogue politique? Et surtout avec la main tendue du chef de l'État et la médiation que conduit actuellement le clergé. Le clergé. Il faut quand même que les populations, qu'on ait un repère dans ce que nous faisons. Parce que, vous savez, je suis très habitué au plateau. J'avais fini le débat avec un opposant qui, en offre, m'a dit, même si nous, on nous donne le certificat de conformité, nous, on n'ira pas aux élections. Il m'a dit ça. Même si on leur donne que
tout est déjà préparé pour que Joti perde les élections. Donc en réalité, que même si on donne là, bon, ça veut dire que les gens ont C'était déjà une planification. On fait des plans parallèles, mais qui sont des plans qui n'avantagent pas le pays. Très bien, je vous pose la même question. Oui, très rapidement. Je voudrais que les amis opposants, moi je les appelle des amis parce que celui qui est opposant aujourd'hui peut devenir mouvancier et vice-versa. Ce sont des citoyens. Moi je souhaiterais qu'ils reviennent à la normale et qu'ils fassent le sacrifice ultime de dire que les élections législatives, c'est du passé. Réorganisons-nous pour d'autres combats. Les communales sont déjà là. Puisque ce n'est pas la fin du monde. Puisque ce n'est pas la fin du monde. Très bien. Merci beaucoup, Antoine Adoukonou. Lukman Tigani, effectivement, Kaourou, on ne pourrait pas dire que les populations de Kaourou sont en conflit avec la loi. Tout de même, il y a des personnes qui ont pris en otage Kaourou et qui nous montrent que la ville est en conflit avec la loi. Non, Kaourou a été le terrain fertile pour des acteurs publics en conflit avec la loi et en conflit avec eux-mêmes de semer la terreur. Voilà. Et heureusement que c'est une action de courte durée qui ne prospérera pas encore. On a parlé de la situation géographique de Tchaourou et de Savè aujourd'hui, avec la proximité du Nigeria. Tout le temps, quand on parle de chasseurs, les gens font croire que c'est des chasseurs béninois. Aujourd'hui, on a le témoignage que c'est des chasseurs qui sont venus de l'extérieur du pays. Parce que je me suis toujours demandé comment est-ce que des Béninois peuvent s'en prendre aux forces. C'est vrai que très rapidement, on pourrait parler du Nigeria, mais bon, la police n'a pas encore... Non, ils sont venus d'un pays voisin. On connaît le pays voisin le plus direct. Il y a quel pays limitrophe à Tchaourou et Savè? Il n'y a qu'un seul pays. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Et il faut dire aujourd'hui, cela pose aussi la question de sécurisation de nos frontières. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'État doit prendre davantage, beaucoup plus de mesures pour sécuriser les frontières et faire en sorte que ces zones-là ne soient plus des zones très poreuses pour ces gens hors la loi qui pensent que le Bénin sera un terrain fertile pour eux. Je pense qu'aux acteurs politiques, en l'occurrence ceux que, à tort ou à raison, nous soupçonnons ou pour lesquels nous créons un lien entre ces événements, je pense que ces acteurs politiques doivent faire preuve d'une dose de responsabilité, de conscience individuelle. Quand vous avez défendu, quel que soit votre poste de responsabilité, le drapeau, quand vous avez porté les dextérités, que ce soit en tant que député, ministre ou même président de près de 9 millions de Béninois, à un moment donné, le message qu'on attend de vous, c'est un message rassembleur, un message d'apaisement. C'est un message qui leur permettrait d'accepter la main tendue du chef de l'État. Malheureusement, les partis politiques auxquels un certain nombre de personnalités se réclament refusent cette main tendue du chef de l'État et continuent de jouer dans leur mode opératoire qu'est la manipulation du peuple et semer la terreur au sein de nos populations. Je pense qu'il faut qu'on arrête là. Je voulais dire aux jeunes aussi que le Bénin n'appartient pas seulement aux aînés. Le Bénin nous appartient. Et qu'au-delà du message de paix que nous avons besoin, que nous cessons d'être hypocrites. Ailleurs, on aurait dénoncé avec toute la rigueur ce qui se passe à Tchaourou. On ne peut pas se réfugier sur son caractère non partisan du régime Patrice Talon et continuer d'applaudir ce qui se passe à Savè et Tchaourou. Non. Non. Tchaourou n'est pas en conflit avec la loi. Tchaourou ne pourra jamais être en conflit avec la loi. Et Tchaourou et Savè et les autres localités du Bénin ne seront pas un terrain fertile pour le recrutement ou l'activisme de mercenaires, de terroristes recrutés dans des pays voisins pour déstabiliser l'ordre social dans notre pays. Nous n'accepterons jamais cela. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens comprennent cela. Je dis encore une fois, le gouvernement du président Patrice Talon a la responsabilité de nous protéger, de protéger les citoyens. Nous leur en voudrons si on ne donne pas beaucoup plus de moyens aux forces de défense et de sécurité pour nous sécuriser. Aujourd'hui, là où nous sommes à la croisée des chemins. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il ne faut pas lésiner pour faire sortir l'arsenal dont on a besoin pour infiltrer de notre pays ces terroristes, ces semeurs de troupes, ces mercenaires qui veulent déstabiliser notre pays. Il faut aller avec la rigueur, il faut aller sans pitié
parce que nous avons et nous méritons un pays de paix. Nous avons aussi le droit au développement. Très bien, merci. Pour finir, 30 secondes. 30 secondes, bon, vraiment, ça va très vite. Hein. Non, moi, je voudrais dire que aujourd'hui, les citoyens doivent comprendre que l'Assemblée nationale qui est là, c'est l'Assemblée nationale du peuple béninois. Contrairement à ce que les gens le disent. Vous savez, le président Talon, il est venu trouver une assemblée charnière, mais il a eu plus de 60 députés. Or, avant lui, on disait que les députés, la majorité, c'est pour Yahi Boni. Quand Yahi Boni n'était plus là, les mêmes députés sont devenus les députés de Patrice Talon. Quand Patrice Talon ne sera pas là, par exemple en 2021, ces mêmes députés vont devenir les députés des opposants qui auraient pris le pouvoir. D'accord? S'ils prenaient le pouvoir. C'est pourquoi je suis au conditionnel. Vous voyez, c'est un peu pour, de façon pédagogique, d'enlever de la tête des citoyens le fait qu'on leur dit que Patrice Talon a 83 députés, lui seul, à l'Assemblée là, pour pouvoir les susciter à la révolte. C'est une machination du politique. En fait, c'est une question politique qui est là. Personne n'a quelques députés que ce soit. Ils sont là, ils travaillent pour le peuple et en son temps, ils vont servir de façon loyale le peuple. C'est ce que je peux dire pour finir. Merci beaucoup. Également ETélé qui est toujours à la pointe de l'actualité. Merci beaucoup à vous, Antoine Adokono. Merci à vous pour la disponibilité toujours renouvelée. C'est moi. Je pourrais, si je pourrais dire les conditions dans lesquelles vous vous êtes retrouvés sur ce plateau. Merci à vous également, Lukman Tigani. Merci pour la disponibilité. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, parce que votre disponibilité, vous la renouvelez toujours à ETélé. Merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de cette émission spéciale. Agréable nuit à chacun et à tous.